Nous sommes toujours à Donetsk et malheureusement, la situation dans la ville ne s'améliore à aucun moment. Aujourd'hui, nous sommes ici. C'est un quartier résidentiel, un immeuble où vivait une famille. Une fille de 12 ans s'est retrouvée sous les décombres à la suite de ce qui pourrait être l'impact d'une arme appelée ouragan. Eh bien, cela s'est passé aujourd'hui même. Nous vivons en ce moment même une vague d'attaques à la roquette contre toutes sortes de quartiers résidentiels. Ici, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun objectif militaire ni rien qui y ressemble. Je vais vous montrer le trou que ce missile, cette arme, a laissé ici à cause des dégâts. Vous pouvez le voir à la caméra. On parle du fait que cela pourrait être quelque chose qu'on appelle un ouragan qui cause une destruction particulièrement considérable. Ils ont évacué la famille. En ce moment, ils sont en train de mener d'autres opérations d'évacuation. Et malheureusement, c'est le quotidien de Donetsk. C'est un jour de plus, j'espère qu'il en restera un de moins. Ici, cela n'est jamais arrivé, ils le font dans ce quartier, je veux dire, parce que c'est très éloigné de Donetsk. Ligne de front. Et pourtant, aujourd'hui, vous pouvez déjà le constater par vous-même. Les habitants sont dévastés, ils avaient peur. Eh bien, regardez par où. Et il est normal que cela s'aggrave de façon aussi brutale. Nous essayons d'aider à organiser un peu d'aide humanitaire parce qu'il se trouve que j'ai un collègue qui peut faire ce genre de choses. Et en fait, les journalistes, eh bien, au final, nous venons. Nous ne pouvons pas faire grand-chose. Mais ici, il y a des gens qui semblent pouvoir aider. Et en plus, ici, les gens s'entraident énormément. Donc au final, il va pouvoir être aidé. C'est-à-dire, il est toujours en contact avec ceux qui travaillent dans l'aide humanitaire. Peux-tu m'expliquer ce qu'est exactement l'ouragan, mec? L'ouragan, c'est un missile qui se lance en salve. Normalement, c'est comme le Gratte, mais un peu plus grand, et il se lance généralement en salve. Pourquoi ? Je trouve ça bizarre qu'il n'y ait eu qu'un seul impact justement pour cette raison, mais on peut aussi les lancer un par un. J'aurais aimé qu'on me montre des restes de shrapnel pour deviner ce que c'est, car ils laissent souvent des fragments variés et d'épaisseurs différentes. D'accord, mais les dégâts... Les dégâts, c'est comme si c'était une pièce d'artillerie de gros calibre. Ça, ce n'est pas fait par une pièce de 82 mm, c'est vraiment du gros calibre. Tu es sûr ? C'est-à-dire, c'est un crime de guerre. S'il y avait une base à proximité, une base militaire, on pourrait comprendre dans une certaine mesure, non ? Mais ça, c'est un crime de guerre. S'il y a des blessés, des mineurs et tout ça. Et c'est un quartier résidentiel où il n'y a rien, donc on suppose que ça devrait être considéré comme un crime de guerre. Mais ça fait déjà de très nombreuses années que ça dure, et la fille qui habite juste à côté a eu de la chance qu'il ne lui soit rien arrivé de plus. Mais à d'autres occasions, ils ont tué des civils, des enfants. Sinon, elle aurait juste intégré cette fameuse liste d'enfants. Un bombardement de l'Ukraine sur une maison située dans un quartier résidentiel en plus absolument éloigné du front. Regardez les dégâts que cela a causés. Il y a une fille de 12 ans blessée qu'ils ont dû sortir de sous les décombres. C'était un missile de gros calibre. Crime de guerre. Des crimes commis par qui? Et voici le quartier où tout cela s'est produit. Les voilà, voilà la maison. C'est juste là, celle-ci. C'est là. Vous me direz comment ça s'est passé? Je ne sais pas pourquoi je devrais te dire comment c'est. Aujourd'hui, nous sommes à Mariupol. C'est l'un des nombreux hôpitaux de cette ville qui, en ce moment, apporte toutes sortes d'aides humanitaires, les réfugiés. Les files d'attente sont énormes. Ici, les gens attendent une solution, une aide quelconque. Ici, on distribue de l'aide humanitaire. Ici, on soigne les blessés. Nous allons essayer de parler avec l'un d'entre eux, voir ce qu'ils nous racontent, voir ce qu'ils ont vécu. Un véritable cauchemar.
d'énormes files d'attente, des bombes qui explosent encore dans les airs. Ceci, c'est Marioupol, c'est le conflit en Ukraine. Combien de temps? Combien de temps? Combien de semaines? Combien de personnes dans tout le foyer? Bien. Presque oui, presque 50 personnes, je crois qu'il y en avait 50. Nous vivons sur notre territoire, dans nos appartements pour ceux qui en ont. Ceux dont les appartements ont brûlé vivent actuellement dans les sous-sols. Avez-vous de l'aide humanitaire? Oui, l'aide humanitaire existe, mais certains quartiers restent inaccessibles. Comme je disais, c'est une tragédie humanitaire. Cette famille que j'ai juste derrière moi, en ce moment, n'a aucune possibilité de communiquer avec son mari et son fils. Alors ils m'ont demandé, s'il vous plaît, de leur écrire. Quand je sortirai d'ici, de Marioupol, où il n'y a aucune couverture, d'envoyer un SMS ou peut-être d'écrire sur Viber et de dire qu'ils ont entendu un bruit, qu'ils sont ici et que tout va bien. Ceci est l'entrée de l'hôpital. C'est ici que les gens expliquent brièvement leur situation, on les classe et on les redirige vers d'autres services. Ici, nous voyons les militaires russes travailler ainsi que les militaires de la République populaire de Donetsk, qui est le territoire auquel Marioupol appartient désormais selon sa constitution. À l'intérieur de l'hôpital, il y a d'autres histoires bouleversantes, des gens qui ont perdu leur maison, leurs proches. Nous avons le témoignage d'une femme qui a parlé avec un soldat russe pour lui demander si elle pouvait occuper un logement qu'elle a trouvé vide. À cela, le soldat lui a répondu qu'avec cette situation si particulière, logiquement, personne ne va lui demander de papier. Des histoires, des tragédies. Voilà Marioupol, des chars défilant sur la route. Ici, il y a beaucoup de sons et beaucoup d'images absolument bouleversantes. En tant que journaliste, nous sommes devenus un point de contact entre les habitants de Marioupol et leurs familles, dont beaucoup vivent déjà dans l'Union européenne. Ils nous demandent, s'il vous plaît, de les contacter, de leur envoyer un message WhatsApp, de leur envoyer un message sur Viber. Ils nous enregistrent des messages qu'ils nous demandent, s'il vous plaît, de diffuser sur toutes les chaînes possibles, pour que leurs proches sachent qu'ils ont survécu, que tout va bien et qu'ils vont bientôt se retrouver hors de Marioupol. La situation de toutes les personnes que nous voyons ici est aussi différente, car certains choisissent d'être volontaires. Nous en avons rencontré plusieurs. En ce moment, ils travaillent et on entend bien les bombardements. La situation reste toujours critique. Eh bien, pendant que certains attendent l'arrivée de l'aide humanitaire, d'autres prennent des brancards et se mettent à aider. En ce moment même, ils commencent à distribuer l'aide humanitaire. Nous continuons d'entendre des bombardements en arrière-plan, les gens font la queue, criant les organisateurs. C'est la réalité de Marioupol. Nous sommes ici, dans le nouvel hôpital de Marioupol. Vous pouvez entendre la situation. En principe, c'est un point sûr, la ville est déjà plus ou moins contrôlée. Vraiment, la situation est totalement dramatique. Chaque personne ici a vécu dans une cave, a perdu sa famille. C'est horrible, absolument désolant. La guerre fait toujours ressortir le meilleur et le pire des gens, donc en même temps que les tragédies, nous voyons aussi beaucoup de belles histoires. Ce petit chien est ici. Il est comme une sorte de talisman de l'hôpital. Il apporte du réconfort à de nombreux réfugiés ainsi qu'aux bénévoles. Ils prennent soin de lui et lui prend soin d'eux. La guerre a aussi ces aspects-là. Oh, c'est moche. Ce petit chien vit ici, dans le sous-sol, à l'hôpital. Tout le monde s'occupe de lui et demain, nous lui apporterons de la nourriture. Ici, ils ont apporté de l'eau. Bon, il y a quelques petits chiens, je ne sais pas où vit celui-ci, mais il y en a un autre qui vit dans un sous-sol par ici. Les gens se plaignent énormément, l'ambiance est très lourde, il y a beaucoup de tragédies. L'impression que donne toute cette situation ne peut pas être facilement décrite avec des mots. Ici, la grande majorité des gens ont perdu leur maison, ils ne comprennent rien.
Ils disent qu'ils préféraient acheter les produits eux-mêmes plutôt que de les recevoir ici, dans une file d'attente pour l'aide humanitaire. Compliqué, très dur. Espérons que ça s'améliore et nous continuerons à vous informer tout de suite. La situation à l'hôpital devient de plus en plus tendue. Ils amènent des blessés. On dit qu'il y a une usine tout près d'ici, l'usine Ilycha. Là-bas, l'armée russe a encerclé le bataillon Azov et c'est de là qu'ils amènent des blessés en ce moment. Les combats s'intensifient et on nous dit qu'ils sont assez proches de cette zone, de la zone de l'hôpital. Apparemment, ils s'approchent des sorties de la ville. Nous verrons comment cela évolue cet après-midi. Nous sommes à l'hôpital avec les enfants. Ça brise le cœur, non? En deux. Deux. Tu sais ce qu'ils font des habitants, la ville? Je ne sais pas. Les enfants ont été tués, les femmes, les hommes, la famille, ils les ont assassinés. Les gens voulaient partir. Quand tout a commencé ici, les gens voulaient partir. Par la route de Novoazovsk. Ils ont tiré sur 2 voitures avec des enfants dedans. Avec les enfants, oui. C'est-à-dire, ils tuent vraiment leurs propres enfants. Ont-ils des amis? Pourquoi se battent-elles? Pourquoi se battent-ils? Je ne sais pas, chacun. À son tour. Quelle est la différence entre les assassins et les armées ukrainiennes? Les troupes ukrainiennes, au moins elles ont une famille. Elles comprennent qu'elles ont une famille. Elles se rendent et on les laisse rentrer chez elles. Mais les Azov, rien ne les arrête. Ça leur est égal. Ce sont des fanatiques. Je le répète encore une fois, ce ne sont tout simplement pas des humains. Combien ici? Ici, il y en a plus de 10 000. Plus de 10 000 à Mariupol. Ils sont dans les usines Azovska ou Ilycha. Là-bas, il y a des catacombes de 50 mètres. Il est très difficile de les atteindre. Voilà pourquoi tout prend autant de temps. Sont-ils seuls? Oui. Ils emmenaient eux-mêmes les habitants pour ne pas être tués. Ils s'en servent comme boucliers. Ils préparaient ces usines depuis longtemps. Ils se sont retranchés ici pendant 8 ans. Ils se sont très bien préparés en 8 ans. Vous voyez combien de temps durent les combats, mais à Mariupol, il n'y a rien, juste des ruines plus loin. Ils étaient préparés à cela. Ils n'ont pas vraiment livré les habitants. Bien sûr ce qu'ils savent. S'ils se cachent derrière des civils, nous ne tirerons pas sur eux et nous ne les bombarderons pas, parce que nous ne touchons pas aux civils. Nous ne tirons pas sur les civils. Nous avons déjà fini la première journée de travail. Je viens de parler à la fin avec un garçon de la DNR et ce qu'il raconte sur Azov est bouleversant. Il raconte aussi qu'il y a des pertes parmi les siens. Il dit que d'un bataillon, c'est-à-dire sur 80 personnes qu'ils étaient, il n'en reste plus que 6 en ce moment. Il a pleuré, tu sais, et je lui ai fait un gros câlin. Des héros. Il disait que mourir ne lui faisait pas du tout peur, mais que ce qui lui faisait peur, c'était de rester invalide ou d'abandonner sa famille. Les séparatistes, ah oui, c'est dur, très dur, parfois plus, parfois un peu moins. Demain, nous revenons.